Je vais les poser par terre, du coup. J'ai réfléchi longtemps, vraiment longtemps, on va dire des semaines, des mois, des années, pour essayer de vous dire quelque chose d'intelligent. La première chose, c'est que sur une année, il y a environ 365 jours. Je pense que là, j'étonne personne. Si une fois tous les 4 ans, on a 366. Et sur ces 365 jours, de récentes études montrent que nous passons plus de 4 heures en moyenne de temps sur notre téléphone. D'accord ? Donc si je prends tout le monde, tous les âges confondus, que je compacte tout ça, on y passe environ 4 heures de temps sur notre téléphone par jour. Si on prend ces 4 heures et qu'on les multiplie par le nombre de jours qu'il y a dans l'année, et qu'on les divise par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, on arrive au final à un nombre de jours. Et ce nombre de jours, c'est plus de 2 mois. Ça voudrait dire que sur un an, en utilisant 4 heures de temps de notre téléphone par jour, on serait en fait, sur une année, 2 mois, rivés sur notre téléphone. Deuxième chose que je vais essayer de dire intelligente, c'est que si on pousse ce raisonnement-là sur une vie entière, et sur une vie entière, on vit en moyenne 80 ans. Je suis optimiste. 80 ans, sachant qu'on va avoir notre premier téléphone, je suis large aussi, à 14 ans. Ça fait 66 ans de notre vie. Si on prend ces 2 mois, et qu'on les adapte à 66 ans, on passerait sur notre téléphone 11 ans de notre vie. 11 ans sur notre téléphone. Et si moi je devais venir vous voir demain, ou quelqu'un d'autre dans la rue, et qui vous poserait cette question-là, aujourd'hui, je vais vous voler 11 ans de votre vie. Qu'est-ce que vous lui donneriez ? Non, parce que ce qu'on fait sur le téléphone peut être utile, mais c'est pas de ça dont je parle. C'est le temps qu'on passe à scroller, le temps qu'on passe à être abreuvé en permanence d'informations qu'on ne retient absolument pas. Si je vous demande quelle est la dernière vidéo que vous avez vue sur TikTok, Instagram ou autre, est-ce que vous êtes capable de me dire la dernière vidéo ? Pas évident, ouais. Par contre, si je vous demande quel est le dernier livre que vous avez lu, beaucoup plus de chances d'avoir des réponses. Et le problème avec la lecture, alors c'est vrai qu'il y a des chiffres aujourd'hui qui montrent que les gens lisent moins, mais il y a 50 ans, on disait déjà que les jeunes ne lisaient moins, et ainsi de suite. On est toujours moins lus. Sauf qu'en fait, on ne lit pas tout simplement de la même manière. Aujourd'hui, les jeunes lisent beaucoup sur leur téléphone. C'est d'autres façons de consommation, d'autres méthodes de consommation. Par contre, ce qui est intéressant et ce que je retrouve souvent, c'est une question très simple, qui paraît très basique, mais dont on n'a pas vraiment la réponse. À quoi ça sert de lire ? Est-ce que vous savez à quoi ça sert de lire ? La réponse, elle est simple, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout de lire. Lire, ça ne va pas vous aider à traverser la rue. Ça, c'est une évidence. Par contre, je peux vous assurer qu'une personne qui a lu, par exemple, Proust, va traverser la rue d'une autre manière, différemment, avec une autre posture, une autre façon de traverser la rue, avec d'autres regards. Et il faut savoir qu'avant d'arriver à la lecture, j'ai amené quelques livres que je vais vous présenter, évidemment, mais avant d'y arriver, moi, je n'ai pas été bien loin. C'est-à-dire que la lecture est arrivée très très tard dans ma vie. Et on m'a toujours dit, il faut lire, il faut lire. Alors moi, j'avais des parents qui me disaient, il faut lire, il faut lire, il faut lire, mais qui, eux, ne lisaient pas. C'est toujours plus facile comme ça. J'avais un papa docteur, une maman infirmière, et les seuls livres qu'ils lisaient, c'est des femmes actuelles qu'on avait sur la table basse de la cuisine, et à des magazines de golf dans les toilettes de mon père, où il s'entraînait à faire des faux swings pour être sûr que son geste correspond à celui des livres. Voilà. Et eux me disaient, non, quand tu vas à la librairie, si tu vas à la librairie, tu t'achètes un Balzac, tu t'achètes un Proust, tu t'achètes un... Non, j'ai jamais fait. Et c'est très simple parce que moi, j'étais dégoûté de l'école très très jeune, puisqu'à 16 ans, j'ai quitté l'école. Et en quittant l'école, j'ai aussi quitté le domaine familial. Parce que il faut d'une pierre deux coups. Et qu'avec ma famille, ça ne fonctionnait pas, ça n'allait pas. J'avais vraiment une pression énorme sur les épaules. Et on me dit, si tu ne continues pas les études et que si tu ne fais pas ce qu'on te demande qu'il faut que tu fasses, tu quittes la maison. Je quitte la maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un esprit un peu rebelle, ça se voit très légèrement. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je pars et j'essaie de faire plein de petits boulots. Je travaille en maçonnerie, j'ai ramassé des mégots Leclerc, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit, j'ai fait plein de choses. Je suis même devenu danseur professionnel. Et je ne vous montrerai pas. Et ce qui se passe, c'est que nous, on vient d'une grande famille.
Du côté de mon père, ce sont des immigrés italiens, du côté de ma mère, ce sont des malgaches. Pas une tête de malgache, ça en est. Ce sont des malgaches. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une famille qui est très soudée. Et mon grand-père, c'était l'emblème de la famille. C'est celui qui venait, qui racontait des histoires. C'est celui qui nous a fait vivre toute notre enfance par des légendes, par des récits. Et à mes 20 ans, mon grand-père décède. Et là, moi, je fais une grosse dépression. Je suis en état clinique. Je vis 6 mois à 1 an de descente en enfer profonde et je vis vraiment quelque chose de très, très, très difficile. Peut-être d'autres personnes ont vécu ici. Et la première chose qui m'arrive pour pouvoir me réussir à sortir de ça, c'est de me poser évidemment des questions. Et notamment la première, c'est la question de l'identité. Alors, je m'intéresse à quoi ? À la spiritualité, les croyances d'un côté, et à la philosophie de l'autre. Quand bien même les deux peuvent être un peu opposés. Évidemment, dans la philosophie, l'identité est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Qui suis-je, la question qui suis-je est une question de base, la question la plus importante de la philosophie, enfin, du moins qu'à l'époque, chez les Grecs, on se posait cette question-là. Connais-toi toi-même, de Socrate, deviens ce que tu es de Nietzsche, être ou ne pas être de Shakespeare, bref, l'identité de Paul Ricoeur ou autre. Tout ça, ce sont des choses qui étaient importantes pour moi. Et un jour, j'ai un pote qui est docteur en philosophie, ne me demandez pas comment j'ai été ami avec lui, j'ai fini par être ami avec cette personne-là, qui m'appelle et qui me dit « Tu t'intéresses à l'identité, il faut que tu lises un livre. Il faut que tu lises un livre sur ça qui va retourner tout ce que tu as toujours cru depuis le début. » Ok. Ce livre, c'est le suivant. « Loin de moi » de Clément Rosset. Premier livre. Est-ce que quelqu'un a déjà lu Clément Rosset ici? On est à la Sorbonne, hein, on devrait peut-être en avoir quelques-uns. Clément Rosset, c'est un philosophe français qui a eu qu'une seule idée dans sa vie et qui l'a détaillée en plusieurs livres différents pour essayer de la, allez, je vais utiliser un terme américain très simple, challenger de manière différente. D'accord ? Et il parle du double. Le double, c'est quoi ? Le double, c'est de se dire qu'on passe notre vie à se réfugier dans un monde imaginaire pour fuir le réel lui-même. Pour fuir le monde tel qu'il est. Et puis, je lis ce livre, et c'est simple, la 4e de couverture est toute petite, et quand je lis ça, je me dis non mais c'est pas possible que j'aime ce livre. Ce qu'il faut, c'est que j'apprenne à me connaître, que je sache qui je suis. Clément Rosset dit « La connaissance de soi est à la fois inutile et inappétissante, qui souvent s'examine n'avance guère dans la connaissance de lui-même, et moins on se connaît, mieux on se porte. » Ok. Moi, quand je découvre ça, je me dis pourquoi pas. Je lis ce livre en une soirée. Et en fait, je fais une insomnie. J'arrive pas, je réfléchis trop parce qu'en fait, il vient de dire quelque chose que j'ai toujours pensé, mais je n'ai jamais su formuler. Ça a été mon premier bouleversement littéraire. C'est que quelqu'un dise ce qui vivait en moi intérieurement, mais que je n'ai jamais eu le courage et la force de pouvoir exprimer. J'avais peut-être pas les mots, j'avais pas la pensée, parce que je ne savais pas encore comment penser. On pense qu'on peut devenir philosophe comme ça du jour au lendemain, on peut se poser des questions du jour au lendemain, mais on ne devient pas charcutier en coupant du saucisson. C'est un petit peu la même chose. Premier bouleversement littéraire. Par la suite, je me suis intéressé au domaine des croyances, et forcément parce que j'étais très croyant. Et donc pour moi, le fait de me dire qu'il y avait une vie après la mort, qu'on pouvait vivre 1000 vies, que la vie dans laquelle j'étais aujourd'hui, c'était pas la vraie c'est celle qu'il y a ailleurs, je me réconfortais. Alors j'ai fait des pèlerinages à Lourdes, je suis un peu excessif, léger, des pèlerinages à Lourdes. Par la suite, j'ai voyagé en Amérique latine dans les tribus mayas, j'ai découvert beaucoup de choses. Voilà. J'ai même cru un jour dans ma vie, je veux entendre personne rire, j'ai même cru un jour dans ma vie qu'on pouvait modifier la météo par la pensée. Du coup, c'est pratique pour le réchauffement climatique, mais bon, il s'avère que ça ne marche pas super bien. Je vais dans une librairie et je découvre un auteur russe, grand auteur russe, Dostoïevski. Premier, Crime et Châtiment. Je lis ça, vraiment super, j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré. Et puis, je me dis, attends, quel est le chef-d'œuvre de Dostoïevski? C'est quoi le livre qu'il faut lire de Dostoïevski, hein, parce que je suis assez obsessionnel quand même. Et on me dit, il faut lire les frères Karamazov, hein, mon ami, lisez les frères Karamazov, vous allez voir. Ok. Du coup, deuxième bouleversement littéraire, les frères Karamazov. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu la foi à cause de Dostoïevski. Alors c'est paradoxal, hein, dans le sens où Dostoïevski était quand même un orthodoxe. Perdre la foi pour Dostoïevski, c'est montrer le génie de Dostoïevski. Je ne pense pas qu'il serait très content que je dise ça aujourd'hui, mais
le génie dans le sens où il réussit à créer des personnages qui vont tellement à l'encontre de ce que lui-même produit, de ce que lui-même pense, qu'il arrive à nous faire croire l'opposé de ce qu'il entretient. À l'intérieur, il y a un passage qui s'appelle la révolte. Et dans ce passage-là, il y a deux hommes, Ivan Karamazov avec Alyosha Karamazov, qui discutent et qui posent la question de Dieu. Oui, ok. Si toi, Ivan, tu es un athée convaincu et Alyosha, lui, est un croyant, le problème principal de l'existence ou l'inexistence de Dieu, c'est le problème du mal. Et là, je peux vous dire que Ivan Karamazov n'y va pas de main morte parce qu'il lui donne une ribambelle d'exemples pour expliquer à son frère croyant que des enfants qui sont perçus comme des innocents souffrent atrocement. Et il le montre de plein de manières différentes. Et il dit quelque chose qui sera repris par Camus plus tard, qui moi m'a bouleversé. Il dit, un Dieu qui tue des innocents, moi, je lui rends mon billet. Ça veut dire qu'il ne nie pas l'existence de Dieu. Il dit, moi, je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Et lorsque moi, je découvre ça, je me pose des questions que je ne me suis jamais posées auparavant. Et là, deuxième bouleversement littéraire, ça a été le point de départ d'une perte de ces croyances-là qui étaient légèrement extrémistes, comme on a pu le voir auparavant, léger. D'accord ? Deuxième bouleversement littéraire. Troisième. L'année dernière, j'ai eu une sale année. Une sale année. Le 7 janvier de l'année dernière, on m'appelle, je suis en Indonésie à ce moment-là, je voyage depuis 10 ans énormément, je suis en Indonésie à ce moment-là. J'ai une amie qui ne m'a pas écrit depuis peut-être 10 ans, qui m'appelle et qui me dit j'ai un problème, on a un problème, Sébastien vient de décéder. Sébastien, c'était mon meilleur ami et le parrain de ma fille. Il avait 43 ans. Et là, ça a été un choc, vraiment un choc. Je me dis, mais comment c'est possible ? 43 ans, je l'avais il y a 2 jours au téléphone, tout se passait très bien, je ne comprends pas. 3 mois plus tard, le temps passe, c'est difficile à accepter. 3 mois plus tard, ma sœur m'appelle et m'apprend que mon père vient de décéder. 3 mois plus tard. Et c'est le 30 avril de l'année dernière. À ce moment-là, j'appelle encore le docteur en philosophie qui a su me conseiller. Je lui dis, c'est mon meilleur ami. Je lui dis, écoute, voilà, il s'est passé ça, je vais pas bien, je suis complètement perdu. Mon père a fait un infarctus foudroyant et est parti du jour au lendemain. Et il me dit, je vais t'envoyer quelque chose, il faut que tu le lises. Qu'est-ce qu'il m'envoie ? La première page de ce livre, qui est l'invention de la solitude de Paul Auster. Et Paul Auster parle de la mort de son père. Et la première page de ce livre est absolument incroyable. Il explique très rapidement comment un homme, du jour au lendemain, peut perdre la vie. Comme ça. La mort arrive sans préavis. Et que parfois, dans cette situation-là, il y a tellement de frontières invisibles entre la vie et la mort qu'on ne sait plus de quel côté on se trouve. C'est totalement ce qu'avait vécu mon père et c'est totalement ce que moi j'ai vécu. Et 3 heures plus tard, après que j'ai pu lire cette première page de l'invention de la solitude de Paul Auster décède. Je la prends dans les journaux, je me dis mais c'est dingue que Paul Auster décède le même jour que mon père et qu'entre-temps j'ai eu cette révélation-là de ce livre et j'ai fait une association. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lis Paul Auster, j'ai l'impression de découvrir mon père et à chaque fois que je cherche mon père, je pense à Paul Auster. Voilà, j'ai fait une association. Depuis ce jour, il n'y a pas un seul instant où lorsque je pense à mon père, je ne pense pas à Paul Auster, et vice-versa. Troisième bouleversement littéraire. Et le dernier, en voyageant partout dans le monde, et notamment en Amérique latine, et j'ai un jour au sud du Costa Rica un homme qui vient me voir et qui me dit « Tu lis beaucoup, toi, mon ami ? Ce qui serait extrêmement intéressant, c'est que tu arrives aujourd'hui à te mettre aussi un petit peu à écrire. Essaie d'écrire un petit peu. T'as pas des choses à dire intéressantes ? Je dis, mais moi, la littérature, vous savez, moi, j'ai pas fait d'études, j'ai quitté l'école à 16 ans, j'ai travaillé à ramasser des mégots au Leclerc. Écrire, déjà, si j'arrive à faire 3 mots sans faire une faute, c'est déjà exceptionnel. Hein. Il me dit, essaye. Mais avant d'essayer, lis un livre. Parce que ce livre te donnera toutes les possibilités nécessaires dans ce que peut représenter la lecture. Et ce livre, c'est le suivant. Il me le tend, et lorsqu'il me le tend, il me dit en face, chaque village en Amérique latine
est à la fois réel et dans son essence même complètement surnaturel. Et la personne qui le décrit le mieux, c'est García Márquez, dans Cent ans de solitude. Et lorsque je lis Cent ans de solitude, je me rends compte que tout est possible dans la littérature. C'est-à-dire que tout comme García Márquez, lorsqu'il lit Kafka et qu'il se rend compte qu'on peut se transformer en cafard du jour au lendemain, se dit que je peux écrire ça. Je peux écrire un homme qui se réveille en tant que cafard du jour au lendemain ou en tant que bête. Et dans la littérature, on se rend compte qu'on a une liberté qui est profonde et que c'est peut-être ça le réel point le plus important dans la lecture. Parce que la lecture ne nous aide pas forcément à traverser la rue, ça c'est nécessaire, c'est évident. Par contre, elle nous permet de pouvoir penser différemment et penser par, mais surtout contre nous-mêmes, contre nos propres idées. Si on remonte un peu le cours de l'histoire, la lecture a toujours été quelque chose d'extrêmement subversif en réalité. Quand il y a eu l'esclavage aux États-Unis, il y avait des lois qui étaient nettes et précises qui disaient que les esclaves ne devaient pas lire. Et lorsque Frédéric Douglass, qui est un ancien esclave qui est devenu écrivain, écrit dans son journal « Lorsque j'ai lu, que j'ai appris à lire, ça ne m'a pas permis de pouvoir me sortir de l'esclavage. Non, ça m'a permis de pouvoir me rendre compte que j'étais un esclave. Me rendre compte de ma condition. » Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des autodafés. On a brûlé plus de 25 000 livres. Pendant Pinochet au Chili, c'est la même chose. Il y a eu une espèce de guerre aux livres rouges où la milice de Pinochet allait chez les gens pour pouvoir aller chercher ces fameux livres rouges qui étaient perçus comme étant dangereux. C'était dangereux de lire ces livres. Certaines familles prenaient leurs livres et les enterraient dans le jardin. Enfin, je veux dire, c'est des actes qui sont forts, c'est des actes de résistance. Et certains livres, dans leur essence même, si on prend Les Fleurs du mal de Baudelaire, si on prend Madame Bovary de Flaubert, qui la même année, les deux sont censurés, c'est que ça pose un problème, ça déplace quelque chose dans la société, ça déplace quelque chose dans le cœur des hommes et des femmes. Alors, la lecture, c'est forcément à un moment donné un acte de résistance. Pourquoi ? Parce que ceux qui écrivent, eh bien, ce sont des gens qui pensent que la vie ne suffit pas. Ce sont des gens qui pensent qu'il faut d'autres vies, qu'il faut explorer l'imaginaire pour parler du réel. Ce sont des gens qui ont besoin de s'extraire d'eux-mêmes pour pouvoir mieux appréhender le monde tel qu'il est. Et ça, ce sont des résistants, ce sont des rebelles. Tous les écrivains sont d'une certaine manière un rebelle, sont des rebelles. Et nous, à lire des livres de rebelles, nous participons à cette forme de résistance. Et je pense qu'aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, la chose la plus importante dans un monde qui va vite, lorsqu'on perd 11 ans de notre vie sur notre téléphone, un monde qui va vite, c'est de réussir à prendre du temps, à ralentir l'espace entre nous et le temps qui est vécu. Et que peut-être, à ce moment-là dans notre vie, dans le plus intime partie de nous-mêmes, nous avons tous un grand livre qui existe. Et que notre vraie tâche, comme disait Proust, ce n'est pas de l'écrire, mais c'est de le traduire. Merci.